plein de récifs. Ce n'est pas des récifs de corail, c'est des récifs de granit. Le granit, hein? Oui, le granit casse la coque d'un bateau, pareil comme un neuf, hein? Et le bateau, c'est pas long. Alors donc, protection naturelle offerte par le Saint-Laurent, très limitée, gelée 8 mois par année. Le nord, obstacle fantastique. Le sud, l'attrait porte vers les grandes baies américaines. Vous savez, comment vous expliquer qu'au sud, les Yankees, en dedans de 150 ans, sont partis de 0 à 2,5 millions d'habitants. Alors que nous autres, en 150 ans, on était 70 000 au nord. Parce que la géographie est favorable au sud. Si vous avez le temps, vous allez aux États-Unis, moi, je vous conseille, en fin de compte, je vous recommande d'aller voir Chesapeake Bay. Les grandes baies américaines, Narragansett Bay, Chesapeake Bay, Boston Bay. Pas comme le Saint-Laurent, des grandes baies accessibles. On rentre très loin à l'intérieur du territoire. On est protégé de la mer, de l'océan, ça gèle pas en hiver, c'est accessible toute l'année. Alors, vous comprenez, les bateaux rentrent, sortent, là, tandis que nous autres, on est limité à la saison d'été. Et puis, en plus de ça, bien, naturellement, la quantité de bateaux qu'on amène est pas mal limitée. En plus, elles ont toujours été limitées comme ça. Elles ont toujours fonctionné contre une nature hostile que nous avons fini par vaincre. Maintenant, pourquoi les Normands? Qu'est-ce qu'il y avait d'important chez les Normands? De tous les gens de la côte, Normands, Bretons, Picards, etc., Angevins, ainsi de suite, là, les Normands étaient plus riches. Parce que la Normandie est très riche. Alors, les Normands connaissaient la navigation, comme les Bretons. La différence, par exemple, c'est qu'il y avait des plus gros bateaux. Les Normands connaissaient le commerce maritime, ce que les Bretons ne connaissaient pas. Les Bretons connaissaient la pêche, eux autres. Mais le commerce maritime à grande échelle, les Normands connaissaient ça depuis le temps des Vikings. Et c'est pour ça que les compagnies de fourrure ont demandé aux Normands. Parce qu'en venant s'établir dans le Finlande, ils savaient que les Normands pourraient progresser jusque dans les Grands Lacs. Et puis ils savaient en plus de ça que les Normands, sachant depuis longtemps comment on fait des affaires, hein, parce qu'il faut savoir comment on fait des affaires, que les Normands rencontraient les tribus amérindiennes là, puis ils diraient, bon, ben, comment on fait de business, hein, je t'apporte ça, tu me donnes ça en échange, ainsi de suite, tu sais. Et puis, à part de ça, hommes d'affaires avisés, les Normands faisaient crédit. Mais il y avait un petit compte, ils venaient ça, faisaient crédit aux Amérindiens. Alors, ça, vous comprenez, c'est à nouveau, ça, chez les Amérindiens, crédit. Ils ont commencé, ils l'ont apprécié. Et c'est pour ça qu'une fois que les Français sont partis, les Amérindiens se sont révoltés, ils ne voulaient pas avoir les Anglais. Parce que les Anglais, jamais les Anglais faisaient concession que les Normands savaient faire. Puis ensuite de ça, la construction du Grand Canot et tout le reste, on avait ça. Alors, ça explique des aspects de notre présence dans le Saint-Laurent qui ne sont pas connus, qui ne sont pas assez connus de notre monde. Et comment se fait-il qu'à la guerre de 7 ans, alors que la France était aux prises avec l'Angleterre, la France avait déjà décidé. Elle n'avait pas décidé, elle avait constaté que l'Allemagne s'unifierait, parce qu'ils étaient quand même en 1760. En 1755, Frédéric de Prusse avait rassemblé tous les États prussiens en un seul État. Vous savez? Et les Français se sont rendus compte. Ils ont dit, ben, ils vont prendre le reste d'Allemagne, ils vont faire un seul État allemand. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le fassent. Et ça s'est fait, ça s'est terminé sur Bismarck 100 ans plus tard. Vous savez? Mais c'est ça, la géopolitique. C'est voir venir longtemps d'avance qu'est-ce qui s'en vient, comment ça s'en vient, comment ça va se déplacer. Et puis en même temps aussi, les conséquences de l'ouverture de Saint-Pétersbourg sur la Russie. Sur la Russie, le commerce russe. Le commerce russe, ça veut dire de la grosse argent, ça veut dire... il faut, j'ai vu, mes deux yeux vus, j'ai marché dans la forêt russe à plusieurs endroits. Il n'y a pas aucune forêt chez nous qui vaut cette forêt-là. C'est toutes des arbres plantés. Puis quand vous dites, là, un conifère, d'à peu près là, 30 mètres de hauteur, à 56 degrés de latitude nord, un conifère là, que vous allez scier, que les Russes vont scier eux autres mêmes, que les Russes soigneusement vont le mettre à terre, ils vont le traiter, ils vont vous l'amener, ils vont vous l'embarquer sur le bateau, ils peuvent faire des planches si vous voulez, mais vous êtes sûr que vous allez avoir un arbre qui n'aura aucun défaut.
Et puis les premiers acheteurs de ce conifère russe-là, c'est les Hollandais, parce que leurs terres sont tellement basses, hein, c'est dans des marais. Alors quand ils construisent, ben, il faut qu'ils plantent des pieux. Et le pieu de Russie, c'est celui-là qui va tenir le plus longtemps. C'est celui-là qui ne pourrira pas. Et qui va tenir pendant 100 ans, 150 ans. Là, ils construisent une maison par-dessus. Ils construisent même des édifices. Alors, les plus grands commerçants, les plus grands commerces de l'Europe, c'est entre la Hollande et la Russie. Et même pendant la guerre froide, ou soi-disant guerre froide, Hollandais et Russes continuent à commercer. Oui. J'étais en Russie du Nord, moi, les Russes sont friands du genièvre hollandais, du gin hollandais, des tulipes, gros acheteurs de tulipes. Les avions partent à tous les jours d'Amsterdam vers la Russie. Et puis, gros acheteurs aussi de fromage hollandais, fromage Gouda. Et puis, ils se connaissent. Mais qui a commencé ça, ce trafic-là? C'était Pierre Legrand. Parce que Pierre Legrand s'est rendu en Hollande, a vécu en Hollande, a assisté à la construction des navires, s'est instruit. Et puis, comme tous les hommes dans son temps, ben là, les ports de mer sont entourés de bordel. Alors, il est allé dedans, il a attrapé la syphilis, entre autres. Il en est mort, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a fait son travail de tsar. Mais pourquoi vous l'avez compris en allant à Toronto? Vous dites, c'est en allant à Toronto que j'ai compris comment le Québec... Je vais vous dire ce que c'est que j'ai appris à Toronto, que je ne savais pas. Et c'est ce que j'ai écrit ici dans le premier chapitre. L'événement stratégique le plus important, le plus central de notre histoire, s'est produit non pas au Canada, non pas dans le Québec, aux États-Unis, en 1825, avec l'ouverture du canal Erie. Regardez bien ce que ça veut dire. OK? Bon. Arrive l'invasion de 1775, l'invasion américaine, les Américains sont poussés. À ce moment-là, les United Empire Loyalists commencent à s'installer dans le sud, à prendre tout le Canada. OK? Arrive la guerre de 1812. À la guerre de 1812, les Américains s'en viennent par ici, envahissent de ce côté-là, correct, et puis une autre armée monte par le nord. Maintenant, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Et là, qu'est-ce que les Américains ont décidé? Après la guerre de 1812, ils ont dit, plutôt que de chercher à monter de New York vers le nord, à court-circuiter le Saint-Laurent, si on montait de New York jusqu'à Albany et qu'on bifurquait vers l'ouest, le long de la vallée de la Mohawk, avec un canal, hein? Alors ça changerait toute l'affaire. Le canal serait ouvert toute l'année, il est sur notre territoire, il n'y aura pas de bataille, rien. New York serait assuré de son avenir. Et puis à ce moment-là, la ville de Buffalo, vous voyez, Buffalo qui est ici, attendez un peu, je le vois là. Buffalo est là, bon, c'est bien ça. J'aime ça le monde, mais qui lise des cartes. Alors la ville de Buffalo va tout de suite prendre de l'expansion. Hein? Et c'est ce qu'ils ont fait. Qui s'est rendu compte qu'un changement majeur dans les rapports de force venait de se produire? Qui s'en est rendu compte? Durham. Personne n'a remarqué ici, pendant qu'on est en pleine guerre civile, 1836, 37, 38, personne n'a remarqué qu'en 1838, les Anglais, avec Durham et avec Colborne, ont ramassé des régiments entiers. Ils les ont sortis du Québec, puis ils les ont emmenés en face de Buffalo, dans le Niagara. Personne n'a remarqué ça. Hein? Et pourtant, c'est majeur, ça, au point de vue stratégique. Hein? Personne n'a remarqué qu'à partir de 1838, là, les Anglais ont commencé à pousser pour le chemin de fer. Hein? Puis qu'en 1860, qu'est-ce qui est arrivé de majeur au point de vue stratégique? Rien de sensationnel, majeur. Qu'est-ce qui est arrivé en 1860? De majeur au point de vue stratégique. Stratégie, pensez aux communications. Pensez, vous avez l'air intelligente, vous, mademoiselle, vous avez la réponse, j'en suis sûr. Chemin de fer. Hein? Chemin de fer. Chemin de fer, puis quoi? Quoi à part de ça pour le chemin de fer? Le chemin de fer a commencé ici au sud, là, sur la rive sud du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il fallait faire à partir du chemin de fer? Qu'est-ce qui s'est produit de central en 1860, un événement stratégique majeur?
C'est juste avant la Confédération. Un traité. Ah, ben, c'est fait la Confédération. Canal de la Chine. Hein? Canal de la Chine. Le canal de la Chine, c'est 1825-26. C'est pas 1860, le canal de la Chine. Vous avez... Partez d'une chose, la navigation n'est pas bonne. Il n'y a pas moyen de se fier dessus. L'écluse. Alors, c'est le chemin de fer qui va prendre charge. Là. Tout le Canada va se construire sur le chemin de fer. Et quel a été l'événement décisif? L'écluse de Saint-Lambert. La Laurentine, c'est